Donc, on va démarrer, 10h31. Merci à tous et à toutes pour votre présence ce matin au webinaire d'introduction de notre plateforme Jacques-Cartande. Donc, je suis accompagné de mon collègue Thierry Ballu, qui sera la personne clé ce matin pour vous faire la présentation. En fait, notre collègue Guillaume a une extinction de voix, donc c'est lui qui devait la faire ce matin, malheureusement. Thierry a accepté de prendre le relais à pied levé. Donc, l'objectif, en fait, d'aujourd'hui, puis je vous le partage parce que si jamais vous avez des collègues qui voudront éventuellement suivre cette formation, c'est une présentation sommaire des fonctionnalités qu'on peut avoir dans la plateforme, des TIL, euh, de ce qu'on peut faire au niveau des inventaires aussi. Donc, c'est une formation qu'on fait tous les derniers mercredis de chaque mois à 10h30 le matin. Donc, à partir de notre site Internet, là, vous pouvez aller vous inscrire aux différents webinaires. Donc, l'idée, c'est de vous faire un peu le portrait des différentes fonctionnalités, comme je le disais. On veut que ça soit dynamique, donc n'hésitez pas à lever la main, à poser des questions dans la boîte de questions-réponses. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec Zoom, dans les fonctionnalités que vous avez en bas, il y a justement questions-réponses et je viens de voir que quelqu'un vient de lever sa main. Donc, on va au fur et à mesure que ça va apparaître, prendre le temps d'y répondre et de voir avec vous les questions qui sont adressées. Donc, Thierry, je vais te laisser prendre la parole et je vais vous donner à la fin du webinaire, en fait, mes coordonnées et un lien pour ceux et celles qui voudraient éventuellement continuer les échanges, voir les différentes possibilités, comment ça fonctionne au niveau euh, des prix. Donc, au niveau des villes, ça fonctionne par un abonnement annuel, licence illimitée, c'est une plateforme qui est 100% web. Donc, je vais tout vous mettre ça dans le chat, fait que vous aurez mes coordonnées, vous pourrez prendre rendez-vous avec moi. Et donc, vous faites bien de me le dire. Mon nom est Martin Carpentier, donc je suis directeur de développement des affaires chez Jacques Artaud et je suis accompagné de mon collègue Thierry Beaulieu, qui est le directeur de production chez Jacques Artaud. Donc, Thierry, je te laisse la parole. Merci Martin. Tout le monde m'entend? Tu m'entends? Ouais. Parfait. Alors, merci, bonjour. D'habitude, c'est pas moi qui donne ce webinaire, c'est une autre personne, mais malheureusement, cette personne est malade aujourd'hui, donc ça me fait plaisir de la remplacer. C'est mieux que ce soit moi que cette personne-là qui malheureusement a une extinction de voix ce matin. Donc, je vais tenter d'être aussi bonne que cette personne, mais je le fais pas souvent. Donc, Martin, n'hésite pas à me ramener dans le droit chemin et je suis bien sûr ouvert à toute question. Donc, le but d'aujourd'hui, on va prendre la première portion de la présentation pour pour vous montrer vraiment la plateforme. Donc, je vais changer d'onglet ici pour vous présenter la plateforme. Donc, c'est un software as a service. Donc, c'est un service web. C'est un site web que vous pouvez accéder. Donc, à partir de la plateforme Jakarta, quand vous vous loguez, ça vous donne accès aux différents outils qui sont présentés par Jakarta. Jakarta étant l'outil principal, mais il y a différentes sections. Donc, vous avez l'outil Jakarta, vous avez l'outil des tiles ou des tuiles matricielles qu'on va présenter tantôt. Vous pouvez aussi accéder aux différents plugins Jakarta qui permettent d'utiliser les données Jakarta dans différents systèmes d'information géographique ou navigateurs tels que Chrome, Bing, etc., ou des logiciels, des systèmes d'information géographique comme QGIS, ArcGIS Pro ou GMapNG. Voici plus d'informations sur les tuiles matricielles. Cette page de la plateforme vous donne accès aux différents supports de documentation, des contacts. En fait, c'est l'endroit où on centralise toute l'information qui pourrait vous aider sur l'utilisation des différents outils, que ce soit Jakarta, que ce soit les tuiles matricielles, comme vous voyez ici. Si vous voulez accéder au guide, vous cliquez dessus et là, vous avez le guide qui vous présente. Et je vais vous le présenter plus en détail plus tard dans la présentation, mais c'est juste pour que vous sachiez un peu comment vous déplacer dans les différents outils à votre disposition et savoir qu'il y a la documentation qui est là aussi. Donc, on ici le guide des tuiles, comment les charger dans
ArcGIS Pro, par exemple, voici les exemples. Donc, vous avez une documentation qui est bien complète à ce niveau-là. Donc, vous avez le guide aussi que vous pouvez consulter. Donc, on va commencer par Jakarta. Donc, pour aller dans Jakarta, vous n'avez qu'à cliquer directement ici. Ça va vous transporter dans l'interface de Jakarta. Donc, vraiment, là, j'étais en train de faire quelque chose. Je vais dire non ici. On va repartir sur une feuille blanche. Donc, l'idée ici, c'est de vous montrer l'application Jakarta. Donc, l'application Jakarta permet de consulter les données de Jakarta, qu'elles soient les données d'imagerie ou qu'elles soient des données sur nos nuages de points. C'est les deux données que vous allez être capable de consulter dans la plateforme Jakarta. On va voir aussi comment vous pouvez extraire des données de la plateforme Jakarta ou comment vous pouvez aussi importer vos données pour les voir dans le contexte, dans le jumeau numérique. Mais il faut juste savoir que Jakarta, c'est vraiment l'accès en ligne au jumeau numérique. Donc, cette interface se compose en différentes sections. Donc, la section la plus importante, c'est celle que vous voyez ici, qui est la section principale, là où vous allez la fenêtre de visualisation de données, celle où vous allez voir et les imageries et les nuages de points. Vous avez la barre horizontale du haut qui va vous fournir différents outils tels que un presse-papier, un géocodeur, donc vous pouvez sauter sur une adresse ou un point d'intérêt que vous écririez ici dans la barre de recherche. Et vous avez accès aussi, vous pouvez revenir sur la plateforme Jakarta pour accéder aux différents outils. Et vous, si vous voulez gérer votre compte, ben, en cliquant sur le lien Jakarta, ça vous ramène à la plateforme et en cliquant ici sur l'outil, ben, vous avez accès à vos informations que vous êtes capable de gérer votre compte. Mais ce n'est pas ça qu'on veut faire pour le moment. Donc, ça, c'est la barre en haut. Je vous ai montré la fenêtre principale. Après ça, en bas ici, ce qu'on a ici, c'est ce que j'appelle la mini-carte ou la carte de localisation qui vous permet de vous transporter n'importe où il y a de la donnée Jakarta et qui vous permet aussi de constater ou de visualiser la couverture disponible dans Jakarta. Donc ici, vous voyez, il me montre en même temps l'endroit où vous êtes. Là, je suis dans une intersection. Je suis quelque part à Saint-Amable. Et vous voyez l'ensemble de la couverture Jakarta, tant au Québec, dans les Maritimes, qu'en Ontario. Donc, par exemple, si on voulait se téléporter dans la belle péninsule de Niagara, ben, on peut cliquer et se retrouver ici dans un endroit dans la péninsule de Niagara. Je m'attendais à avoir des beaux vignobles, mais j'avais oublié qu'on était allé passer là à l'automne. Donc, malheureusement, au lieu de voir des beaux vignobles, on voit de la neige. Mais le but, c'était de vous montrer que vous pouvez facilement vous déplacer d'un endroit à un autre en utilisant cette minimap. Donc là, je vais me redéplacer, je vais retourner vers Saint-Amable. Ici. Je vais retourner sur Saint-Amable. Bon, là, on revient l'été. En même temps, ça permet de vous présenter l'autre portion, continuer à faire ma tournée des différentes sections de l'interface. Donc, vous avez l'interface de la barre horizontale du bas qui vous fournit des informations sur la précision des données. Donc, ici, les données sont précises à 2 cm. Peut-être faire une petite précision sur la précision. Euh,
en cliquant sur précision ici, ça vous donne de l'information sur la qualité des données. Donc, vous pourrez consulter, là, je ne le présenterai pas en détail aujourd'hui, mais ça vous donne des informations quant à les contrôles de qualité qu'on fait, la précision de nos données, les notes sur la qualité de nos données, les différentes techniques utilisées. Sachez que ce qu'on montre en même temps, c'est le MRSE ou le Mean Radial Spherical Error, qui est la même métrique qui est utilisée principalement dans les données d'arpentage, par les appareils d'arpentage. Sachez que nous publions automatiquement une mission si l'une ou l'autre des conditions suivantes est vraie, c'est-à-dire que focusons sur le fait que le 80e pourcentile de SAS 99 est inférieur à 8,7 cm. Donc, je retourne sur Jakarta pour vous dire aussi que vous avez, juste à côté de la précision, vous avez la date et l'heure à laquelle la donnée a été capturée. Vous pouvez choisir les différents systèmes de coordonnées locales dans lesquels vous voulez que vos données soient, les données que vous allez collecter soient exprimées. Vous avez l'option ici qui permet d'ouvrir et fermer la section inventaire que je vais expliquer plus tard. Vous avez un outil qui permet de changer la langue, si vous préférez français-anglais. Et le plus important, la boîte de suggestions, les informations de mise à jour et configuration et réglages qui vous donnent accès à d'autres types de réglages qui vont vous permettre de vous déplacer ou de contrôler certains comportements de Jakarta. Par exemple, vous voulez afficher les mesures en pieds plutôt qu'en mètres. Vous voulez choisir le tampon temporel de l'étendue du nuage de points, la métrique de précision, etc. Tout ça, ce que j'appelle le cheat sheet, donc la feuille de triche qui vous donne une référence sur les différents contrôles que vous pouvez utiliser dans votre navigation dans Jakarta. Ça va pour le moment? Pas de questions? Oui, on a une question de Madame Poulain, Lise Poulain. Je vous écoute. Votre micro Madame est Poulain, vous à... avez accès pour la question. Juste ouvrez votre micro. Je ne vois pas la ligne en bas que vous avez expliquée. Oh, Je ne sais pas si je suis la seule. est-ce que vous... Je vois votre souris, puis tout d'un coup, votre souris s'en va. dès qu'elle a... Vous voyez pas votre Oui. inventaire? Oui, Voyez-vous? c'est ça, oui, maintenant je le vois. OK, Merci. good, excellent. Alors, ben c'est ça. Donc, c'est la section du bas, telle que je mentionnais, là, qui contient la précision, les informations sur la date de capture et les configurations optionnelles que vous pouvez utiliser dans l'outil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Ah oui, il y a une nouvelle question. Oh, Francis Bibot. Vas-y, Thierry, la personne a rebaissé sa main. ah bon, OK. Donc, et la dernière portion de l'interface que je voulais présenter, c'est l'inventaire, mais je vais y arriver plus tard. Revenons sur maintenant les différentes fonctionnalités de Jakarta que vous pouvez accéder. Donc, voici, là, on est dans la vision imagerie. Il n'y a pas grand, il y a pas grande, il n'y a pas grands outils disponibles dans l'imagerie. Sachez juste que vous pouvez vous déplacer. Donc, comment on se déplace dans Jakarta? On peut se déplacer dans la mini-carte ici en bas à gauche, comme je l'ai montré précédemment pour se déplacer d'une plus grande distance. Mais vous pouvez directement... Tiens, je vais fermer ça. Bon. Vous pouvez vous déplacer aussi localement ou pas à pas en utilisant les pastilles que vous voyez au sol. Donc, si je clique sur une pastille, je peux avancer et vous pouvez vous déplacer à l'intérieur du jumeau numérique, comme je fais en ce moment, en choisissant les différentes pastilles, comme je fais ici. Thierry, est-ce que tu peux expliquer si on veut faire des bonds plus rapides de pastilles, les fonctionnalités? Oui, je ne l'utilise pas souvent, mais si je me souviens bien, je pense que c'est on fait Shift, vous pouvez utiliser les flèches aussi. Donc, j'utilise les 4 flèches qui sont sur mon clavier, la flèche d'en haut et
la flèche d'en bas. La flèche d'en haut vous avance, je crois, d'une pastille à la fois, mais si vous faites Shift, là, ça vous saute, je pense, 5 pastilles à la fois. Mais Ouais. vous verrez dans le manuel, c'est bien expliqué ça, les différentes combinaisons de boutons. Mais sachez que vous pouvez donc vous déplacer soit avec votre souris de pastille en pastille ou utiliser les flèches pour avancer tranquillement à l'intérieur du jumeau numérique. Donc ça complète un peu l'option sur l'imagerie. Sachez qu'ici, la barre d'outils, on va la voir plus en détail. La barre d'outils est contextuelle. Donc, étant donné que je suis dans le mode imagerie, ma barre d'outils me montre les options à l'imagerie qui permet ici bon, c'est juste un clin d'œil, vous pouvez vous faire une tasse de café qui va vous être envoyée et sera imprimée sur cette tasse la scène que vous voyez ici. Mais, Peut-être oui, juste, parce que Saint-Amand, on n'a fait qu'une seule captation, mais si tu te déplaces juste un petit peu au nord-ouest à Varennes, oui, montrer le temporel, donc les ben différents oui. passages qu'on peut avoir fait. Excellent. Donc là, ici, si je suis à Varennes, vous voyez ici, là, j'ai ma date telle que je le mentionnais précédemment en bas. Mais maintenant, dans ma barre d'outils, étant donné qu'il y a plusieurs passages, il me représente ma date ici. Alors, en cliquant sur cette date-là, je peux voir les différents passages. Donc, on sait qu'on est allé là. Il y a une captation de disponible en mai 2021, en juin 2022, en avril et en mai 2023. Et si vous voulez passer d'une à l'autre, c'est très simple. Vous avez juste à choisir la date et là, automatiquement, c'est comme si vous aviez pris votre DeLorean et vous étiez allé à 88 000 à l'heure, vous êtes revenu dans le temps. Donc là, on peut se promener comme ça. Et donc, vous êtes capable de passer vous avez, dans le fond, accès, puis c'est une des forces de Jakarta. Dans le fond, toutes les données collectées sur Jakarta sont indexées dans le cloud, donc dans le nuage, et à travers l'interface de Jakarta, le site web, vous avez accès à l'ensemble de ces données à seulement quelques clics de souris. Et ça s'applique autant au niveau de l'imagerie que des données LIDAR. Exactement. Donc, si par exemple, je vais allumer les lidars ici, mais je vais y retourner à Saint-Amable après. Donc là, si je veux regarder mes données lidar, vous voyez, l'interface a changé. La barre d'outils que je disais contextuelle a changé. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, mais nos différents passages sont encore là disponibles et vous passez d'un nuage de points d'un 2022 à 2023. Il va reloader le nuage de points. Donc, on va retourner à Saint-Amable. On va aller jouer sur le nuage de points. Et je vois qu'il y a une question. La réponse, c'est oui, pour les systèmes de coordonnées disponibles. Oui, exactement, c'est ce que j'allais répondre, là. Donc, Ah, si on prend exemple la ville de Bécomo, qui sont dans le système de coordonnées MNT zone 6, oui, euh, leurs informations vont être de facto dans le bon système de coordonnées. c'est ça. Bécomo, zone 6, Montréal et les environs, zone 8, Toronto, zone 10, etc. Donc, nous voici dans le nuage de points. Et là, je vais vous présenter. Vous voyez, la barre d'outils est beaucoup plus complète. Je vais passer à travers les différents outils juste pour vous montrer rapidement les différentes fonctions que vous pouvez avoir dans Jakarta. Donc, vous voyez ici le nuage de points. Il se peut que pour des raisons X, puis je vais vous montrer un cas de figure plus tard, vous pouvez filtrer les points en fonction de la distance par rapport à où est-ce que vous êtes. Donc ici, si je baisse le seuil d'affichage, je peux juste afficher les points qui sont en deçà d'une certaine distance, comme je peux afficher les points qui sont juste au-dessus d'une certaine distance.
Donc, vous voyez ici, je peux faire la même chose verticalement. Pas besoin, je peux vous montrer très rapidement. Vous voyez ici, je peux filtrer mes données donc verticalement euh, et horizontalement. Je peux aussi, pour toutes sortes de raisons, je peux le filtrer par intensité. Donc, l'intensité, c'est l'intensité du retour du faisceau LIDAR. Donc, certains points sont plus intenses que d'autres, donc ils sont plus blancs que d'autres. Donc, vous pouvez faire un filtre. Si vous voulez ôter les points qui sont plus blancs, ben, on va les effacer de cette manière-là. Vous pouvez travailler sur votre filtre pour voir juste les points qui ont une intensité d'une valeur fixe entre 0 et 1. Sachez aussi que toutes les données de Jakarta sont classifiées. Il y a une classification sémantique qui a été faite et vous voyez les différents types de végétation, de classes que vous pouvez avoir. Donc, là, par défaut, j'éteins les véhicules pour ne pas afficher les nuages de points des véhicules. Si j'ôte le fil de classification, ben, on voit les véhicules qui apparaissent. Donc, c'est pratique souvent pour toutes sortes de raisons. Vous pouvez ôter les véhicules, mais vous pourriez ôter les bâtiments, la végétation, les poteaux, les fils électriques, etc., etc. Donc ça devient très intéressant quand vous voulez, par exemple, relever des points spécifiques à une classe, mais vous ne voulez pas être encombré par les différents autres points qui rajoutent du bruit pour vous concentrer juste sur un ou l'autre type de classe. Vous pouvez travailler sur l'intensité des points, la taille des points, et les autres, pour c'est quand même assez. Celle que je voulais montrer, ah oui, la navigation libre est importante. La navigation libre vous permet, contrairement à l'imagerie où tantôt on était limité aux pastilles ou aux flèches. Maintenant, avec la navigation libre, vous pouvez avoir accès au raccourci clavier et là, dans le fond, vous pouvez vous promener à l'intérieur du nuage euh, comme si comme si vous étiez un oiseau, ce qui vous permet d'aller rapidement vous concentrer sur un point spécifique que vous vouliez, sur lequel vous voudriez travailler ou mesurer. Sachez que par défaut, on a des données. La plateforme Jakarta permet de stocker des données LIDAR autres que celles de Jakarta. Par exemple, à Montréal, on a intégré tout le LIDAR aérien qui était disponible en données ouvertes qu'on a intégré dans la plateforme Jakarta, ce qui devient intéressant parce que, comme vous pouvez voir, les données Jakarta sont collectées à partir d'unités mobiles qui circulent sur les routes. Donc, les données qui sont en arrière-cours ne sont pas disponibles dans la plateforme Jakarta avec les données Jakarta, mais peuvent être complémentées, par exemple, avec des données aériennes. Maintenant, j'aimerais passer aux différents outils. On va aller sur une intersection. Je pense que ça va être plus intéressant pour vous montrer. Donc, si je m'en vais sur une intersection, par exemple, ici, je vais vous montrer comment prendre des mesures dans Jakarta. Donc, les mesures se prennent sur le nuage de points comme tel. Donc, ici, je vais allumer mon nuage de points. Je vais laisser le temps à mon nuage de points de s'allumer. Je regarde qu'est-ce qu'il y a de disponible autour de moi. Je vois Thierry, ici, oui, je t'interromprai peut-être juste une petite seconde. On a bien sûr, deux questions qui oui. viennent de rentrer une après l'autre. Comment gérez-vous la coexistence du lidar aérien avec le Street View? Le Street View, ben, on n'a pas de Street View. En fait, on le gère avec on le gère avec les nuages de points de Jakarta. Donc, si par exemple, je m'en vais sur Montréal, là, comme je vais être capable de vous le démontrer à un endroit qui est assez facile, que j'aime bien, c'est autour du stade olympique, par exemple, si je m'en vais ici. Donc, voici les données Jakarta. Donc là, je lui dis, là, j'ai une option. Si je gère ici, si je veux voir toutes les données disponibles, donc le LIDAR aérien 2015, on peut voir ici le stade olympique qui s'affiche, qui était trop loin pour Jakarta. Et donc, si je veux combiner les deux, je dis toutes les données disponibles. Bien là, je me retrouve avec et les données de Jakarta et les données aériennes.
Et donc, je peux, avec ici, passer d'un à l'autre ou avoir les deux en même temps. C'est bon. Merci. Maintenant, je vais Et pas peut-être passer. juste, il y en a une autre question, là, je suis en train de répondre dans le chat, mais la personne dit qu'elle ne voit pas la barre d'outils là, à gauche. Donc, pour pouvoir avoir accès à toutes les différentes fonctionnalités que Thierry vient de vous présenter, il faut absolument activer le nuage de points, qui est la Oui. première bulle, le premier rond que vous voyez dans les outils en bas à droite là, de l'image. Donc, je reviens sur le nuage de points. Si vous voyez mon nuage de points maintenant, si je éteins mon nuage de points et je reviens à ma imagerie, ma barre d'outils contextuelle a changé. Fait que là, si je rallume mon nuage de points, maintenant, je vois mes informations. Donc là, par exemple, ici, ben ça peut être intéressant ici. Donc là, j'ai si, mettons, on veut, je veux vous montrer comment prendre des mesures dans Jakarta. Donc là, c'est un cas intéressant parce que ça va nous permettre d'utiliser les différents outils. Si je veux aller prendre la mesure de la base de mon support de panneau ici, par exemple, on a différents outils. Les outils sont en bas à gauche de la fenêtre de visualisation. Donc, vous avez vu mon outil que j'utilisais pour afficher ou éteindre le nuage de points. Et j'ai l'outil ici qui permet de récupérer les coordonnées d'un point 3D et j'ai un outil à côté qui permet de créer des polylignes 3D aussi. Donc, on va utiliser le point. Mettons que je vais aller poser la base de mon chose. On voit ici que la voiture est un peu dans mon chemin. Fait que si on va commencer par éliminer la voiture, évidemment, il reste un peu d'ombre. Là, je peux gérer avec mes différents filtres d'affichage. Je pourrais me concentrer juste sur les points ici. Comme ça, là, je suis moins embêté par les points qui sont derrière, qui va me permettre maintenant de prendre mon point ici, mon outil, et d'aller cliquer directement à la base du poteau. Donc, voici la coordonnée XYZ qui est récupérée de mon poteau. On voit l'inventaire en bas qui me permet, mon outil de gestion d'inventaire permet de gérer, associer différentes informations au point que j'ai cliqué. Donc, par défaut, il me met un identifiant qui appelle 1, mais que je pourrais changer. Je pourrais dire ici base du poteau et rentrer une note, par exemple, je pourrais rentrer relevé par Thierry. Et si vous voulez ajouter d'autres champs, ben, il y a un trois petits points ici qui vous permet de créer un nouveau champ qui pourrait être, par exemple, un code. Vous pourriez utiliser un code interne. Donc, je l'ai créé. Il est maintenant affiché là. Et si, mettons, moi, je dis les bases de poteau, c'est mon code 12, ben, à ce moment-là, mon code de poteau 12 vient de rentrer. Donc, voici comment on rentre un point. Vous pouvez en prendre plein de mesures comme ça dans l'interface de nuage de points. Maintenant, je vais vous montrer comment prendre une ligne et c'est là que la navigation libre devient intéressante. Donc là, en utilisant la navigation libre, je vais oups, je vais sortir de mon mode point. Je vais me mettre plus en haut. Je vais me déplacer. Si je veux aller, par exemple, relever une partie de la limite du trottoir autour de ce point-là, ben là, je me mets sur mon mode ligne et je peux commencer à tracer ma ligne directement. En fait, il y a deux unités de mesure. Il y a le ruban mesuré et ce que là, tu montes, Thierry, c'est la polyligne. Donc, ça La permet polyligne. de prendre une mesure sans que ça soit une ligne droite de point à point. Exactement. Donc, cette ligne-là, elle est prise. De la même manière que le point, je peux rentrer des informations complémentaires. Et une fois que il y a différents boutons là, pour que les champs se rentrent automatiquement si on fait de la création en série, mais surtout, il y a un outil qui vous permet d'exporter ces données-là. Je ne le ferai pas en ce moment là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je pense. Mais sachez que vous pouvez exporter ces données-là. Donc, si je clique sur Exporter, ben, vous avez différents choix. Donc, vous pouvez exporter un fichier Shapefiles, GeoJSON, CSV ou un fichier sauvegarde de Jakarta qui pourra être réimporté dans une autre session de Jakarta, vos mesures 3D que vous aurez pris dans Jakarta. Ça va pour le moment? Pas de questions? Non, ça va. OK. Bon.
Il y a quelqu'un qui Donc, a levé sa oui. main. Donne-moi une petite seconde. Je vais donner la parole. Mélanie Guimont, vous avez la parole. Oui, merci. Une petite question à ce qu'on vient de voir. Je me demandais si on pourrait utiliser l'outil récupérer les données d'un point 3D euh, dans une optique de planification de plantation. Par exemple, là, présentement, on fait des petits dessins essentiellement sur une carte qu'on donne à l'entrepreneur où on lui donne des adresses un peu vagues. Est-ce que ça serait possible, d'après vous, d'utiliser cet outil-là pour transmettre des coordonnées que eux, s'ils ont une plateforme qui peuvent l'accepter, pourraient l'utiliser pour avoir l'emplacement exact des plantations qu'on a besoin? Absolument. Veux-tu répondre, Martin, ou Vas-y, veux-tu que moi, je je te réponde? laisse tirer. Oui, en fait, la réponse, c'est oui. C'est des données, s'il y a un outil qui est capable de voir des shapefiles, ou même ça peut être un CSV qui va exprimer une coordonnée X, Y, Z. Donc, vous pourriez sauver, comme j'ai relevé mes points, ça pourrait être option 1, vous écririez, bon, ben, si mettons une plantation, ben, conifère 1 an, la date de plantation, etc. Ça, tout ce que vous aurez relevé là sera exporté dans un fichier. Si vous l'exportez, par exemple, en fichier shapefile, ça va, mais si vous l'exportez dans un fichier CSV, qui est un fichier texte, ce fichier-là va contenir et ces informations-là et les informations sur la position. Donc, ce qu'on voit ici, là, les coordonnées du point. Peut-être OK, juste. Votre question, c'était si de votre côté, vous planifiez une plantation et que vous vouliez donner les endroits où l'entrepreneur devait aller planter les arbres, par exemple? exactement. Donc, Donc, juste pour donc, pouvoir, pour importer, c'est ça, c'est les petits icônes comme une feuille avec une flèche, c'est ça. non, en fait, c'est le point. Remets-toi peut-être au C'est niveau de la rue, lui Thierry. ici, exporté au format sélectionné. Ouais, Oui, mais c'est ça. OK. C'est vraiment remets-toi au niveau de la rue, puis on va juste montrer quelques points d'affilée, ce que ça donne au niveau de du géoréférencement. OK. Fais juste te déplacer sur un autre rue, là. Merci. Oui, par exemple, si je m'en vais sur un autre rue, je prends. On va laisser l'image de point se Et réallumer. puis, donc, l'entrepreneur, lui, il devrait juste... quel genre de logiciel? Je m'excuse, je ne suis pas, vraiment pas Oui, ben beaucoup de connaissances en géomatique, là. Quel s'il genre y a des de... logiciels qui sont capables de prendre des shapefiles, qui est le format par défaut, mais comme je vous dis, vous pouvez l'exporter dans un format CSV. Format CSV qui est un format texte, donc tout est exprimé dans des champs texte. Là. C'est vrai, c'est un fichier texte, donc il va être capable. Ça devient neutre il va pouvoir le prendre sur n'importe quel logiciel et le réimporter. Euh, Qui peut être le plus simple aussi, c'est un système d'information géographique là, qui est très connu, qui s'appelle QGIS, qui est une plateforme gratuite en fait. Donc, vous pouvez exporter le fichier, il peut l'ouvrir comme vous pouvez l'ouvrir dans votre QGIS. Puis en fait, c'est un système d'information géographique. Donc, toutes les données géoréférencées pourront être clairement vues dans ce système-là. OK, super, merci beaucoup. Donc, tu sais, par exemple, si je le mets ici, là, ben, on va vous montrer des inventaires qui ont été réalisés, puis on va vous montrer de quoi ça a l'air dans QGIS, par exemple. Mais Merci. sachez que c'est par ici, c'est vraiment l'inventaire. Dans le fond, l'outil, en fait, la démonstration que j'ai faite, c'est que vous êtes capable de relever des points ou des lignes dans le jumeau numérique, les exporter pour ensuite les partager, comme vous le mentionnez, avec des sous-contractants ou des collègues et autres. Mhm. Donc, Merci. est-ce que, Martin, je passe justement, là, ça fait le tour des fonctionnalités de base Jakartans que je voulais montrer. Sachez aussi, Présentement, Thierry, juste peut-être leur montrer à l'inverse. Donc, si par exemple, oui, vous aviez un inventaire de bornes d'incendie, de bancs de parc, un inventaire de regards, de lampadaires, peu importe. Donc, un inventaire qui aurait pu être pris au terrain à partir, par exemple, d'un téléphone. Donc, on s'entend que la position qui est prise à partir d'un appareil mobile n'aura pas le même niveau de précision. Donc, vous pourriez importer, et là, Thierry, ce qu'il va vous montrer,
C'est un exemple sur des panneaux de signalisation là, avec d'autres attributs que nous, on a déjà d'intégrer. Mais vous pourriez importer n'importe quel fichier, donc dans les formats qu'on permet au niveau de l'importation, et revenir dans la plateforme, recaler au bon endroit exactement où sont les objets. Par exemple, vous auriez un inventaire de bornes d'incendie qui aurait été fait et vos bornes d'incendie ont un positionnement de 30, 40 centimètres, 1 mètre par rapport à sa position réelle. Vous pouvez prendre la position, la redéplacer exactement sur la borne d'incendie que vous voyez dans le nuage de points et faire votre validation au fur et à mesure. Puis une fois que c'est terminé, vous réexportez cette base de données-là dans votre système SIG ou dans une autre plateforme dans laquelle vous voudriez l'intégrer. Donc, je vais vous démontrer ça. Là, ici, j'ai un fichier qui contient des panneaux et des supports de signalisation qu'on a fait pour un de nos clients, qui est dans un format GeoPackage, mais ça peut être un shapefile. En tout cas, on ne rentrera pas dans les formats. Sachez qu'on supporte plusieurs formats. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est le draguer, drag and drop, la fonctionnalité de Windows. Il dit, hop, il ne l'a pas aimé, c'est parce que j'ai pas pris le bon. Excusez-moi. C'est... Ah, ok. Ah. Donc, je le prends ici, je l'amène. Pourquoi du fichier non valide? Bon, c'est toujours quand on le fait live que ça marche pas. Je l'ai fait pourtant avant et ça fonctionnait très bien. Je Excusez-moi. pense que c'est remettre ta fenêtre, tu sais, là, c'était le dernier des fichiers, là, c'était le zip de Saint-Amable. Ouais, mais c'est pas le zip que je veux mettre, justement. Donc, si je fais comme ça, on va prendre le zip. Le zip, il contient trop d'affaires, je pense. Non, ça va pas marcher. C'est pas grave, là, je vais arrêter ça, puis je vais vous le remontrer, là, parce que là, il est en train d'analyser tout le zip, là. On va le fermer. On va en prendre un autre. On va juste essayer ici. Quoi? Bon, là, il a marché. J'ai refait la même chose. C'est parce que j'avais un problème. Donc là, je veux importer ici ma signalisation. Il y a un maximum de 2500 points que vous pouvez importer en même temps dans Jakarta. Donc là, il a analysé mon fichier que j'ai amené, que j'ai déplacé sur ça. Il dit, voici l'ensemble des champs qui sont dans ton fichier. Est-ce que tu les veux tous? Par défaut, il m'a juste dit ceux-là, mais si je voulais afficher l'altitude, par exemple, je pourrais décider de l'afficher et vous voyez, l'altitude apparaît ici dans mon champ. Fait que là, si je clique terminer, ben là, automatiquement, vous voyez mon inventaire en plus, il a reconnu le P-code et le P-code, c'est-à-dire le code du panneau. Donc, il me l'a affiché avec l'icône qui est là. Puis, si vous regardez sur ma carte, ma mini-carte en bas à gauche, vous voyez l'ensemble de la localisation des différents inventaires et vous y avez accès dans la liste des inventaires. Ils sont tous là aussi. Donc, si je veux me déplacer, par exemple, à une certaine intersection, par exemple ici, ben là, je peux voir mes différents inventaires. Donc là, je sais que j'en ai ici, je regarde, j'en ai 3 là. 1, 2, 3. Donc, j'ai 2 panneaux de nom de rue et un panneau de non parking. Donc, ça vous permet donc d'amener, vous voyez le chemin pour relever de la donnée dans Jakartansk, l'amener ailleurs ou prendre la donnée qui vous a été envoyée, qui a été relevée par quelqu'un d'autre, la ramener dans Jakarta pour la visualiser. C'est bon, je pense qu'on va pouvoir passer, Thierry, peut-être juste, euh, donc dans les fonctionnalités en bas, tu as spécifié la question des mises à jour qui sont faites, donc Oui. les MAJ, là.
Exact. Donc, le MAJ vous montre, en fait, on fait des mises à jour périodiquement. À chaque fois qu'il y a une mise à jour, c'est le log ou le journal, en fait, qui vous permet de constater les différents ajouts ou corrections qui ont été faites au fur et à mesure des mises à jour. Donc, on voit ici la dernière mise à jour qui a été faite le 19 décembre dernier, où on a rajouté un module de référencement linéaire, un module de lecture automatique, etc., etc. Donc, je vous invite à consulter cette mise à jour pour vous tenir au fait de toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles dans Jakarta. Donc là, oui, Merci. En fait, j'allais dire, tu pourrais peut-être passer maintenant là, aux exemples dans QGIS pour montrer les tiles, montrer les types d'inventaire. Donc, ce que Thierry va vous montrer au niveau des tiles, euh, on en produit 7 différents, donc sont produits instantanément au traitement de la donnée initiale. Donc, ce que Thierry ne vous a pas dit d'entrée de jeu, c'est que lorsqu'on a le mandat, par exemple, d'aller faire la captation dans une ville, sachez que déjà actuellement au Québec, on a plusieurs dizaines de villes qui sont des clientes abonnées chez nous. Donc, on refait une captation annuelle, c'est inclus dans le service d'abonnement annuel, donc on fait une captation annuelle de leur territoire. Mais lorsqu'on va faire la captation, 48 à 72 heures plus tard, la donnée qui a été captée au terrain est disponible dans la plateforme. Donc, c'est très rapide et ça vous permet rapidement de pouvoir travailler sur une donnée qui est à jour. Et donc, le service WMS, WMTS, donc les tiles qu'on va produire, c'est inclus aussi dans le service d'abonnement. Donc, c'est un type de raster 2D qu'on va produire à la volée directement à partir du nuage de points. Encore une fois, c'est disponible en AD83 CSRS ou non CSRS, donc dépendamment dans quel format vous voulez avoir l'information. avant de les montrer dans QGIS, je voulais juste rapidement vous dire que ces tuiles-là sont aussi disponibles dans la minimap avec l'icône que vous voyez ici, où vous pouvez gérer les différentes tuiles. Donc, vous pouvez choisir vos couches matricielles pour les afficher dans la minimap, mais ça va avoir exactement le même minimap qui, en passant, vous pouvez agrandir et rétrécir. Donc, vous pouvez gérer l'ergonomie de la où est la minimap dans votre Jakarta. Mais là, on va jumper, on va sauter directement dans QGIS. Je vais vous les montrer dans QGIS. Donc, voici QGIS, donc un système d'information géographique en mode open source que tout le monde peut télécharger, qu'on utilise aussi. Donc, comme tous les systèmes d'information géographique, vous avez accès aux différentes couches. Ici, j'en profite pour vous montrer, pour la ville de Saint-Amand, ça vous montre différents inventaires qu'on a été capable de produire avec nos données, tels que les arbres. Donc, vous avez ici les points bruns qui représentent les arbres, les polygones verts qui représentent la projection des couronnes. On est aussi capable de faire un des produits qu'on offre, c'est le relevé des regards vannes et puisards. Les lampadaires, les bords de fontaine et la signalisation. Donc Il y a ici, d'autres, peut-être juste dire, il y a d'autres produits aussi qu'on fait. Donc, on est actuellement en train de faire, par exemple, pour la ville de Toronto, un inventaire complet des intersections, plusieurs milliers d'intersections. Donc, c'est des modèles d'inventaire qu'on fait en fonction des demandes qu'on a de nos clients. Donc, dites-vous que tout ce qui est vu à partir de la rue, il est possible de pouvoir produire un inventaire. Maintenant, reste à voir les besoins spécifiques qu'il peut y avoir. Par exemple, on a produit énormément pour des firmes d'ingénierie et des telcos, des inventaires de réseaux aériens. On a fait la même chose pour Hydro-Québec aussi. Donc, c'est des inventaires qu'on ne produit pas pour les clients municipaux, mais on va produire ce type d'inventaire-là pour un autre type de clientèle. donc, voici l'idée des tuiles. Derrière la tuile qu'on a pensé, c'est oui, vous pouvez consulter les nuages de points dans l'environnement Jakarta, mais pour toutes sortes de raisons, ça peut être utile d'utiliser ces nuages de points dans un système d'information géographique pour les voir sur une carte. Le problème est qu'un nuage de points, c'est de la donnée 3D. Les systèmes d'information géographique, typiquement, nous montrent de la donnée sous forme de vue aérienne, donc sous forme 2D. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé
un service qui permet de reprojeter à la volée nos nuages de points 3D pour les reprojeter sur le sol, comme si on voyait le nuage de points d'un point de vue aérien, comme si on survolait le territoire. Puis on a différentes saveurs des nuages de points que je vais vous montrer. J'en ai gardé, on en a 7 différents. J'ai gardé les 5 plus importants. Là, on ne rentrera pas en détail dans tout. Je vais commencer par le style de base. Donc, le style de base, en cliquant dessus, il me fait apparaître. Donc, ce que ça vous montre, dans le fond, c'est la donnée de Jakarta, mais vue un peu comme si vous consultiez une image satellite ou un relevé aérien qui est produit à la volée. Donc, au fur et à mesure que je vais zoomer sur mon écran, la donnée va se rafraîchir et va nous sortir avec toute la résolution disponible dans Jakarta, que nos leaders prennent 1 million de points à la seconde chacun, ce qui permet d'avoir une définition très, très bonne, comme vous voyez ici. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet de faire des relevés. Si vous n'avez pas besoin de faire un relevé 2D, un relevé 3D, mais vous pouvez amener le nuage de points directement dans votre logiciel d'information géographique pour, par exemple, ici, vous pourriez relever en 2D directement le marquage au sol, certains éléments par ici. Ben là, moi, je sais, je suis habitué. Il doit y avoir un panneau de signalisation ici. Vous voyez, par exemple, un puisard ici qui est disponible, une vanne qui est là. Donc, ça, c'est des exemples. Puis ça, là, on les voit parce ils sont dans l'inventaire. C'est de la donnée vectorielle qui est disponible, mais en la superposant à la tuile, vous êtes capable de faire des validations, de faire des relevés, etc. Évidemment, comme c'est une donnée 3D, ben, c'est pour ça qu'on a fait différentes saveurs. Ici, le style de base met l'ensemble des nuages de points, met l'ensemble du nuage de points sur le terrain. Donc, on voit ici, là, je vais éteindre mes arbres, ma couronne. On voit très bien le tronc de l'arbre. Donc, je pense que ça va répondre à une question qu'on peut mesurer la souche. On la voit bien sur l'aérien. On voit les branches aussi. Mais là, je suis sur le style de base. Donc, si on en a un autre où, plutôt que garder tous les points, on a gardé l'intensité maximale des points bas. Donc là, si je prends l'intensité maximale des points bas, là, cette fois-ci, j'ai mon point qui est en bas et je suis plus caché par mon arbre. Donc là, si vous vous intéressez à ce qui est au sol, c'est là que l'intensité des nuages, l'intensité des points les plus bas devient intéressante à travailler. Vous avez aussi je parlais plutôt de la classification, qu'on pouvait faire des filtres de classification dans les nuages de points sur Jakarta. Bien, vous avez accès à cette classification sur nos rasters. Donc, la végétation exprimée en rouge, les panneaux de signalisation exprimés en orange, les bâtiments en un autre niveau d'orange, le sol en bleu, etc. Dans le manuel, on vous explique la légende de couleur qui est disponible. Donc, la classification, ça peut être aussi très intéressant pour afficher en 2D et nous permettre de relever et de voir, de distinguer en fait plus facilement différents types d'éléments. Donc, voilà pour la classification. On en a fait un aussi qui est la verticalité. Verticalité très intéressant parce qu'il met en relief, en fait, il met en relief ou il change de couleur tous les changements dans la verticalité. C'est-à-dire, est-ce que ici, on avait un plan qui était la route, on avait un plan qui était le trottoir et le changement de plan entre les deux, ben, il y a eu effectivement un changement de verticalité, ce qui permet de voir très facilement ou de mettre en valeur la bordure du trottoir ici ou dans le puisard, ou s'il y avait comment dirais-je, des fissures dans la chaussée, l'état de la chaussée était pas bon, il serait mis en évidence dans la couche de classification.
Et finalement, une autre que j'aimerais vous montrer, c'est le relief ombragé. Relief ombragé est intéressant. Relief ombragé, lui, part il simule dans le fond une ombre en utilisant la donnée 3D, en simulant une source de lumière pour projeter l'ombre. Et l'ombre aussi est intéressante à voir parce qu'elle permet de mettre en relief ça permet de voir d'une autre manière les changements d'élévation tels qu'exprimés par l'ombre portée au sol. Mais si je m'en vais dans des endroits, dans une zone plus rurale et je refais la même chose ici, ben là, on peut bien voir l'élévation de la route, les fossés. Fait que ça permet, encore une fois, de voir toujours la même donnée, mais de la voir à différentes saveurs selon l'usage selon le cas d'usage, en fait, approprié. Donc, on peut voir ici. Donc, ces données-là sont disponibles. Par exemple, dans QGIS, vous y accédez en vous connectant sur le service web. Vous avez accès aux différentes saveurs si vous voyez ma souris en haut à gauche ici, vous avez accès aux différents types de tuiles et pour chacune, vous avez accès à l'année. Est-ce que c'est des données qui ont été collectées en 20, 21, 22, 23? Et vous pouvez choisir de les avoir dans le système de coordonnées local, donc dans le fuseau MTM approprié, qu'il soit en CSRS ou pas CSRS. Peut-être, Thierry, prendre l'exemple soit d'un arbre, par exemple, ou d'un panneau de signalisation pour montrer les différents attributs. Donc, Oui, OK. démontrer l'attribut qui est un attribut spécifique à Jakarta, donc qui est un lien URL qui est inclus avec chaque objet qu'on va identifier dans un inventaire et qui vous permet de pouvoir justement de balancer en fait d'un GIS à Jakarta directement pour voir dans le contexte réel l'objet que vous êtes en train d'observer. Donc ici, si par exemple, je m'intéresse à cet arbre-là, je clique sur cet arbre-là et il me donne l'information, sa hauteur, l'aire de sa couronne, son diamètre, son écart type de son diamètre, la méthode de mesure, l'identifiant du polygone de canopée, la date de captation et un outil ici qui est le lien Jakartan. Donc, en prenant ce lien-là, si je le copie-colle dans une fenêtre ici, ben, c'est mon lien Jakartans qui, dans le fond, contient l'URL, c'est pas compliqué, c'est l'URL de Jakartans avec la latitude et la longitude. Donc, en cliquant sur ça, ça va m'amener directement sur l'arbre en question. Là, il voit mes mesures de tantôt, on les veut pas, et là, j'ai accès à l'arbre directement. Si je reviens dans mon QGIS, dans QGIS, on a parlé des plugins, juste faire une petite pause. Il y a moyen de le travailler dans QGIS aussi. Si vous avez dans QGIS, vous pouvez charger un plugin Jakarta. Ça marche dans Esri aussi. Donc, vous pouvez cliquer n'importe où. Si je veux cliquer sur cette arbre-là, ben, je reclique dessus et automatiquement, ça va m'ouvrir Jakarta à cet endroit-là. Là, je reviens sur mon arbre. Mais si je décide d'aller sur ce panneau ou aller n'importe où, là, je veux regarder ce regard, mais je clique ici et ça m'amène sur le regard sur lequel j'ai cliqué. Donc, je trouve très intéressant le fait que les différents outils qu'on a développés, dans le fond, qui permettent de passer du 2D au 3D, finalement de sauter de Jakarta dans un logiciel de système d'information géographique et vice-versa. Là, je vois que le temps file. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais que je démontre aujourd'hui, Martin? Non, ben pour le moment, je pense qu'on a fait le tour là, d'une présentation sommaire qu'on voulait faire. Euh, il n'y a pas de questions non plus en attente, là. J'ai répondu pas mal à toutes les questions là, qui ont pu être posées. Toi aussi, d'ailleurs. Merci, Thierry. Donc, je vous ai mis dans la boîte de discussion, en fait, dans
le chat mes coordonnées pour ceux et celles qui auraient un intérêt, là, soit à poursuivre les discussions, avoir de l'information sur des points plus précis, de communiquer avec moi. On est en planification actuelle de notre captation de 2024. Donc, on a déjà beaucoup de villes prévues. Pour vous dire qu'actuellement, dans notre plateforme, on a près de 150 villes qui ont déjà été captées dans toutes les régions du Québec, à l'exception du côté Est, on arrête à Bécomo et à Rimouski. On n'est pas allé plus loin pour le moment parce qu'on n'a pas eu de demande. Mais voilà. Dernière petite chose peut-être à vous dire, ceux et celles qui auraient un intérêt à vouloir tester la plateforme, vous pouvez aller sur le site jacarto.com. En haut à droite, il y a la possibilité d'essayer gratuitement pendant 14 jours Jacarto. Donc, vous pouvez créer votre compte et y avoir accès. Si jamais ça ne fonctionnait pas, je vous invite à m'écrire parce qu'il peut y avoir eu au fil de la dernière année ou des 2 dernières années d'autres de vos collègues dans vos organisations qui ont pu, par exemple, se créer des comptes d'essai. Et normalement, le compte d'essai est bon pour 14 jours et c'est relié à l'adresse URL de votre organisation. Donc, si ça a déjà été activé, ça se pourrait que, par exemple, si vous créez votre compte aujourd'hui, ça peut fonctionner jusqu'à dimanche soir, 23h59, et que lundi matin, ça se désactive. Donc, je vous invite à communiquer avec moi, puis on va pouvoir vous réactiver ça de façon individuelle. Peut-être une dernière petite question qu'il y a dans le chat, puis je vois qu'il y a une dernière main levée. Donc, Thierry, est-ce possible d'exporter des nuages de points en format autre que .ply? Pas dans Jakartans, mais on a d'autres outils qui permettent de le faire. Puis ça, je vous invite à communiquer avec Martin qui va pouvoir vous montrer, vous présenter ces options-là. Mais la réponse, c'est oui, mais pas dans Jakartans. Parfait. Et il y a Mélanie Guimont qui a levé sa main. Donc, Madame Guimont. Merci. Je vais en profiter pour poser une toute petite question d'utilisation de l'outil de mesure. Euh, J'aimerais savoir, c'est probablement assez simple, comment on fait pour s'assurer que la mesure qu'on prend, elle est bien droite et sur le même plan, en fait. Parce que je me suis rendu compte des fois, je prends au niveau de la rue, puis je m'en aperçois pas tout de suite, mais c'est un peu en diagonale. Je sais pas si vous Oui, voyez dire. je Oui, comprends parfaitement ce que vous dites. Oui, vous regarderez dans le manuel, il y a deux boutons, Shift et Control, qui permettent de justement barrer le plan vertical ou barrer le plan horizontal quand vous prenez la mesure. OK. Donc, c'est aussi simple que ça. Si vous cliquez Shift, ben, vous barrez le plan vertical et l'autre horizontal. Donc, vous êtes sûr que votre ligne, elle est parfaitement horizontale ou parfaitement verticale. Super, merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, en fait, on vous remercie pour le temps passé avec nous aujourd'hui. Et encore une fois, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Merci. Bonne journée.